le castor il crée vraiment plein de micro-habitats qui font que là où on a dû faire plein de fermes, on a dû faire 40-50 mares différentes sur la ferme pour avoir ce peuplement de libellules, l'ouvrage castor il a réussi à le recréer juste avec 3 barrages successifs. Et les journées qu'on vient d'avoir là permettent vraiment la possibilité de se réapproprier ces techniques petit à petit avec des espaces de démonstration, d'initiation, de formation, de transmission au fur et à mesure. Petit à petit, les graines ont été posées et là, c'est en train de prendre dans différents territoires. Il y a des collectifs d'habitants et d'habitantes qui sont en train de se lancer sur ces dynamiques. Il y a des professionnels qui ont envie de trouver les solutions via les agences de l'eau, dans leurs syndicats, d'en parler aux communes, etc. C'est une approche qui permet de prendre du recul sur le plus qu'humain, parce que nous dépendons des autres et qui permet aussi à un moment donné de nous ramener sur Terre pour rendre l'eau justement à cette Terre. Dans la partie précédente, nous avons vécu un petit bout de chantier castor à travers les explications de Kevin Swift pour comprendre les bases de la construction d'un ouvrage castor mimétique. On a aussi abordé les paramètres à prendre en compte pour aider la rivière à guérir, en intégrant notamment les bonnes pratiques d'élevage à adopter pour éviter que les ruminants détruisent les ouvrages. Dans cette troisième partie, nous découvrirons les effets immédiats et sur quelques années des ouvrages castor sur la biodiversité et sur la santé globale des écosystèmes agricoles. On abordera aussi comment le MAPCA, le mouvement pour une alliance avec le peuple castor, propose d'agir dans le déploiement de la régénération low-tech de rivières. Vous entendrez 3 témoignages de participantes et participants au stage et des passages du livre « Rendre l'eau à la terre » lu par Julie Gracian et Camille Perceval dans des écosystèmes d'Auvergne. Cette série fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la thématique « Rendre l'eau à la terre ». Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs et je souhaite remercier aujourd'hui Sébastien, Augustin, Émilie, Samuel, Gilles, Charlotte, Marie-Christine, Camille, Anne-Marie et Audrey. Belle écoute! Le deuxième jour, nous avons continué à nous enforester, ou plutôt nous enripisylver, pour filer l'explication de Baptiste Morisot dans le livre « Sur la piste animale ». Quand on s'enforeste, la forêt entre autant en nous que nous entrons en elle. Nous sommes donc entrés dans une autre ripisylve, du latin ripa, rive, et silva, la forêt, l'écosystème boisé qui bénéficie du passage d'une rivière. Avez-vous déjà vécu ça ? Passer 5 heures d'affilée dans l'eau, la boue, le végétal bourgeonnant du début du printemps, transforme profondément notre état d'être. Une belle occasion pour demander à Clément Délice, forestier et praticien en médecine castor, de nous présenter le mouvement pour une alliance avec le peuple castor qu'il coordonne. On se replongera ensuite dans l'un des premiers ouvrages castor, à la ferme du Grand Laval, où des inventaires naturalistes ont été effectués principalement par Melvin Guyot-Jonard, que vous entendiez dans les épisodes 79 à 81. Si la vie revient aussi vite, c'est parce qu'imiter au mieux possible ce que fait le castor reconnecte l'eau à des actes animaux qu'elle connaît depuis 8 millions d'années. Toute la vie qui a cheminé avec ces cours d'eau depuis la nuit des temps bénéficie donc de cette guérison de la rivière. L'écosystème agricole aussi en bénéficie. Mais attention, pas n'importe quel écosystème agricole. Donc l'association MAPCA, c'est une asso qui accompagne cette démarche de régénération low-tech des rivières issue des processus et inspirée du castor, et qui a pour vocation de faire de l'éducation populaire aux rivières vivantes,
donc dans plein de contextes, de créer les possibilités de rencontres entre le milieu agricole, les habitants et les habitantes et les professionnels de la rivière, et de venir amener cette expérimentation sur les cours d'eau en réactivant des processus du vivant, en s'inspirant de comment le castor potentialise les fonctionnalités écologiques des milieux rivières et des cours d'eau, et ça à l'échelle du Chevelu jusqu'à des rivières un peu plus importantes. Et les journées qu'on vient d'avoir là, pour nous, à travers la dimension des chantiers érables en contexte agricole, permettent vraiment la possibilité de se réapproprier ces techniques petit à petit, avec des espaces de démonstration, d'initiation, de formation, de transmission au fur et à mesure. Et grâce à la présence de Kevin et Kate qui viennent de Californie, nous transmettent depuis 2 ans ces techniques, il y a toujours plus d'engouement. Et comme vous disiez tout à l'heure, on est en train de, petit à petit, les graines ont été posées, et là c'est en train de prendre dans différents territoires. Il y a des collectifs d'habitants et d'habitantes qui sont en train de se lancer sur ces dynamiques. Il y a des professionnels qui ont envie de trouver les solutions via les agences de l'eau, dans leurs syndicats, d'en parler aux communes, etc. Et voilà, et du coup, ces 2 jours, pour nous, c'est hyper important pour que dans la Nouvelle-Aquitaine et le Sud-Ouest, il y ait vraiment le démarrage aussi de ce qui a pu se commencer il y a 2 ans, un peu de la même manière, d'abord en contexte agricole, puis en contexte avec syndicats de rivière et GEMAPI dans le Sud-Est. Et que petit à petit, ça soit tous les territoires comme ça qui puissent se lancer. Et MAPCA accompagnera, vu que l'idée, pour l'instant, on a structuré ça avec une association, il y a un site internet, mais l'idée, c'est que ça soit un mouvement. Donc, en fait, c'est pas, nous, on ne détient rien dans ce mouvement. L'idée, c'est que, régionalement parlant, il y a des gens qui se lancent dans cette initiative et prennent appui sur les connaissances petit à petit, et surtout les connaissances de l'expérience de Californie qui sont à propager partout en France. Peut-être pour finir, par rapport à ce que tu dis, comme Kevin le répète régulièrement, c'est une approche qui permet de prendre du recul sur le plus qu'humain, parce que nous dépendons des autres, et qui permet aussi à un moment donné de nous ramener sur Terre pour rendre l'eau justement à cette Terre. Je m'appelle Céline et j'œuvre pour le vivant au quotidien depuis ma formation en écologie et ensuite mes formations dans diverses pratiques régénératives. Voilà, j'aime expérimenter le pâturage tournant dynamique, la syntropie, l'élevage microbien par vermicompostage, étais de compost oxygéné. L'hydrologie régénérative a été la première pratique régénérative que j'ai rencontrée sur mon chemin. Et évidemment, la médecine castor est la suite logique pour l'adoption de pratiques allant dans le sens du vivant dans les milieux rivières. Voilà, je développe un projet d'hydrologie régénérative à l'échelle du bassin versant de l'association pour laquelle je travaille. Et donc ce projet vise à mettre en lien le monde agricole, paysan, avec des techniques d'hydrologie régénérative telles que le keyline et le milieu rivière. Et aujourd'hui, je sors de ce moment qui était plein de joie, avec énormément de motivation et d'envie de poursuivre, et beaucoup plus d'outils, parce que voilà, j'ai essayé de faire à ma sauce et avec ce que j'en avais compris, et de le faire évidemment, ça permet de s'en saisir bien plus. Je suis émerveillée par la rencontre des participantes autant que des formateurs-trices. Et c'est toujours dans ce genre de moment qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on tisse des liens, et que faire ensemble, c'est notre seule issue possible pour un monde désirable, et
Ce type de rencontres sont à réitérer autant que possible parce que faire ensemble, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'y aller surtout de manière beaucoup plus joyeuse et sereine. Moi, c'est Clara. Et je suis venue avec énormément de curiosité et de questions sur comment ça fonctionnait, parce que j'ai lu le livre de Baptiste et de Suzanne. Et il me manque du pratique, donc j'avais envie de mettre la main dans le cours d'eau, dans la rivière, dans la terre. Donc ça, c'était vraiment très chouette, mais en fait, ça ouvre encore plus de questions, encore plus de curiosité, mais pas de frustration pour autant. Et ouais, moi, je suis très, très nourrie par ce que ça ouvre comme possible et comme regard qu'on peut porter sur notre rôle dans le vivant et dans le cycle du vivant. Je trouve qu'on en était très sortis et je trouve que c'est une super voie d'entrée, ce genre d'action et de journée. Moi, typiquement, là, j'étais en train de m'intéresser aux histoires de remembrement, comme beaucoup de gens, avec la BD d'Inès Leroux qui est sortie. Et on voit un peu comment notre obsession pour les lignes droites et notre envie de monopoliser tout aménagement, quel effet ça a eu sur la terre et surtout sur la paysannerie, qui a été vraiment brutalisée par le remembrement. Et donc je trouve que de faire des ouvrages Castor, c'est une manière un peu de réparer cette période, même si on sait qu'il y a beaucoup d'irréparables. Tendre vers ça quand même, c'est prometteur. Je m'appelle Jacob, je suis de Californie. Je travaillais en la construction du barrage de Castor. Now I will speak in English. I came for a few reasons. One, to help with the trainings, and also to be inspired by the work being done in other places. As Kate put eloquently before, there is no borders to nature. In fact, it's all connected. Je suis venue pour la formation et pour voir comment ça se faisait dans d'autres lieux, d'autres sites. Comme dit Kate Lundquist, la nature n'a pas de frontières. Our work can be very isolating. We work in the mountains of California and Oregon mostly. And to feel a part of a bigger, even international community of people doing this kind of work, returning water to the land, to the thirsty earth, is a powerful and radical act that shows that we don't just have to be part of the problem, but maybe also part of the solution. Ce geste d'agir directement, de rendre l'eau à la terre de cette manière, c'est un acte très fort, très puissant, très radical, et que l'humain peut être à la fois le problème et la solution. Du coup, ça fait 2 ans maintenant, ouais. Il y a 2 ans, il y a le premier ouvrage Castor officiel qui a été fait en partenariat avec le Monde Paysan, donc au Grand Laval dans la Drôme. En avril dernier, il y a eu un cours d'eau qui était non répertorié, qui était busé, qui passait en plein milieu de cette ferme. En avril d'il y a 2 ans, pardon. Qui est une ferme qui cherche vraiment à ce qu'on appelle faire du réensauvagement paysan, donc créer une synergie entre production alimentaire et régénération de la vie. Et du coup, pour commencer les premiers ouvrages Castor, il y a eu vraiment un grand sens de faire ça là-bas. Il y a eu 3 ouvrages qui ont été faits en avril ou en mai, je sais plus, en avril. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant cette période-là, j'étais en stage sur cette ferme pour faire des suivis de biodiversité. Et ils ont presque 40 ou 50 mares différentes. Donc vraiment, il y a, quand on fait une mare, les proportions qu'elle va avoir, la profondeur, l'exposition à la lumière, tout ça va faire qu'on va vraiment avoir un cortège très spécifique. Et s'ils ont fait autant de mares, c'est pour vraiment diversifier au maximum, pour avoir pas juste l'habitat mare, mais plein d'habitats mares différents. Ce qui fait que y a un chiffre qui est sorti, c'est que cette année-là, on a eu 70% des libellules qu'on peut trouver dans la Drôme présentes juste sur une ferme de 50 hectares, donc qui est quand même un chiffre complètement fou. Et la première année de cet ouvrage Castor, on avait aussi 70% des libellules de la ferme qui étaient présentes la première année sur l'ouvrage Castor. Le castor et le bois
comme processus clé de voûte, constituent de ce point de vue les rivières comme des refuges climatiques hydratés contre les sécheresses et des zones sources d'où la vie peut repartir. Les refuges climatiques, à imaginer et favoriser, sont des oasis de vie où elles bénéficient de conditions plus propices pour avoir le temps et l'espace de s'adapter au nouveau climat et d'où elle pourra rayonner à nouveau pour réaménager le monde ailleurs, quand et si les conditions deviennent plus respirables. C'est un espoir pour aider la vie actuelle dans sa diversité à traverser les siècles à venir. Et ça, qu'est-ce que ça nous apporte comme information, à part qu'il y a plein de couleurs qui volent et que c'est super bucolique et que c'est génial, c'est qu'au niveau fonctionnel, le castor il crée vraiment plein de micro-habitats qui font que là où on a dû faire plein de fermes, on a dû faire 40-50 mares différentes sur la ferme pour avoir ce peuplement de libellules, l'ouvrage Castor il a réussi à le recréer juste avec 3 barrages successifs. Donc c'est vraiment pour montrer la puissance, même la première année, c'est assez impressionnant. Ensuite ce qu'on a pu voir, c'est que tout de suite on a souvent peur du problème de continuité avec le fait que les poissons ne vont pas pouvoir passer. Une semaine après, il y avait déjà des alevins. Les alevins, donc les tout petits poissons, ils avaient réussi à traverser et ils étaient en sécurité parce qu'ils n'étaient pas avec les gros qui peuvent à certains stades les becqueter. Donc du coup, les bassins sont successivement remplis de tous ces petits alevins. Et il y a un moment, il y a eu des grosses pluies. Alors là, c'était génial, la plaine de Valence, c'est tout plat. Il y a tous les agriculteurs, leurs parcelles étaient ennoyées, donc ils étaient tous super contents. Et le seul endroit où c'était sec, c'était aux alentours, c'était sur les 50 hectares de la ferme avec le ruisseau en plein milieu avec les ouvrages Castor. Et du coup à ce moment-là par contre on voyait plus les structures, c'était complètement recouvert d'eau. Et à ce moment-là, on n'est pas forcément lieu de penser en 3D, il faut penser un peu en 4D, c'est que c'est ce moment-là où la plupart des poissons vont réussir à franchir ces obstacles, entre guillemets, les adultes. Et du coup après ces quelques pluies, on a vraiment eu des poissons adultes dans chaque bassin, donc qui montraient vraiment qu'il y a eu un passage. Et il y a plein d'études américaines qui sont sur le site de Kevin qui montrent ça en Amérique. L'année dernière, il y a un oiseau extrêmement rare qui a niché sur la ferme, c'est la marouette ponctuée. C'est une espèce de poule d'eau avec des points partout. Ouais, mais pour ceux qui connaissent, c'est un oiseau extrêmement rare. Il y a même pas 20 couples en France, je pense, c'est un oiseau. Avant, quand on regarde les documentations de chasseurs, ils en ramenaient comme ils ramenaient des perdrix ou nous on voit des poules d'eau, quoi. C'était vraiment l'oiseau extrêmement commun parce qu'avant il y avait plein de zones humides et c'est un oiseau qui a besoin d'une fine lame d'eau sur des berges assez plates et il va manger les petits escargots en limite de roselière. C'est un habitat qu'on n'a plus et les couples qu'on a aujourd'hui qui nichent, c'est vraiment dans des grosses zones naturelles, il y a eu des gros efforts limite presque que pour cette espèce-là. On n'avait pas du tout prévu qu'on aurait une marouette ponctuée qui niche, ça paraissait même impossible parce qu'elle n'a jamais niché en Drôme de ce qu'on sache. Et 1 an après l'ouvrage Castor, la végétation a complètement changé et il y a la marouette qui a niché. Et là, on a appris il y a 2 jours qu'elle est revenue. Il y a le mâle qui est en train de chanter. Donc il y a vraiment une belle dynamique qui s'est recréée. Il y a eu la cigogne noire qui est venue en halte migratoire. Donc là aussi, faut pas penser que à ce qui peut se reproduire, ce qui peut vivre sur l'ouvrage Castor toute l'année. Par exemple, pour les oiseaux, c'est très important pour venir s'alimenter, ça va recréer des grandes vasières, ça va recréer une abondance de nourriture. Et on a vraiment beaucoup d'oiseaux qui peuvent passer. Donc sur la ferme, on a pu voir quasiment toutes les espèces de chevaliers, quelques bécassos, on a eu des canards. Il faut dire qu'il y a des canards qui vont s'arrêter en migration, qui vont venir barboter là-dessus. On a eu des hérons, le héron crabier, le héron pourpré, des cigognes, donc la cigogne noire qui est vraiment la cigogne bon, il n'y en a que 2, mais c'est la cigogne la plus rare de France, elle est vraiment menacée. Et il y a même eu l'année dernière la loutre qui est passée. Donc il y avait rupture de corridor sur des sites un peu en amont. Elle n'arrivait pas à passer la plaine de Valence et on a vu sur des pièges photos la loutre passer. Donc c'est pas encore des choses très protocolées, très monitorées, mais déjà juste tous ces petits trucs sont tellement forts. Enfin pour ceux qui ont l'habitude de ces espèces, qui les connaissent, on est tous au courant des problématiques liées à tout ça. Moi personnellement, j'ai jamais vu d'outils aussi rapides et avec une puissance et un impact aussi direct sur la biodiversité. Un truite, libellule, algues, éphémères, crustacés d'eau douce. Votre lignée évolue pendant au moins 8 millions d'années, de manière à vous ajuster à un milieu façonné en partie par un rongeur ingénieur. Il est évident qu'à l'issue de ce processus, les conditions de vie qu'il génère seront hospitalières pour vous.
J'en ai fait aussi en Bretagne, proche d'une population de campagnols amphibies. Donc là encore, c'est une espèce extrêmement menacée en contexte agricole. Donc là aussi, où c'est vachement intéressant d'intégrer le monde paysan dans ces techniques-là. C'est un petit campagnol, c'est vraiment ce qu'on appelle le râteau-pied, le campagnol qui fait des monticules partout. Même taille, sauf que lui, c'est une espèce un tout petit peu différente qui vit que sur les petits cours d'eau, très végétalisés, en milieu ouvert avec de la lumière, donc on ne le verra jamais en forêt. Et cet habitat, c'est aujourd'hui parce que les agriculteurs ils ont tout drainé, ils ont fait soit des drains, soit des fossés, donc du coup les berges sont mortes, il n'y a plus de végétation et du coup ce campagnol, à part en Limousin, il va vraiment pas très bien. Et 3 mois après avoir fait ça en Bretagne, il y avait déjà des campagnols amphibies qui est revenu, donc il y avait des stations pas très loin, mais il y avait encore rupture de continuité. Le fait que cette espèce colonise tout de suite, ça montre vraiment que les animaux sentent qu'il y a un corridor qui est recréé, donc c'est vraiment puissant. 1 heure après que le groupe ait quitté l'un des sites où il avait œuvré, Melvin a aperçu un campagnol amphibie arpenter chacun des petits barrages. Clairement, il découvrait ce que nous avions fait. Faisait-il l'inspecteur des travaux finis ? Je ne sais pas si les tritons, ça vous parle, espèce de salamandres qui vivent dans l'eau pour aller pondre et après qui chassent comme les salamandres sous terre. Et c'est des espèces, on n'a pas beaucoup en France, mais qui sont extrêmement menacées. Et souvent, quand il y a des projets de marque qui sont faits par des associations de protection de la biodiversité, c'est surtout en faveur de ces espèces-là, avec les libellules. Et c'est vrai que souvent on se dit putain c'est un peu hors sol, on arrive avec une bâche, on va mettre une bâche à un endroit, on va créer une mare parce qu'on se dit bah là au moins il y a quelqu'un qui veut bien héberger une mare parce que les gens ont peur des moustiques, tout ci, tout ça. Mais souvent c'est compliqué parce que c'est déconnecté et on n'arrive pas à restaurer ces populations. Et au final quand on voit un ouvrage castor comme ça, surtout en contexte forestier, spontanément les tritons vont venir en rivière, mais parce qu'on crée ces bassins, ces habitats d'eau ralentie. Sous cet angle, la rivière n'existe que sous la forme de verbes. Par exemple, quand on la met dans un chenal simplifié, la rivière ne peut exprimer qu'un seul de ces verbes d'action, accélérer tout droit. Dès qu'on multiplie la variété des formes et des chenaux, la rivière commence à avoir le droit de ralentir, de s'enrouler, de percoler, de s'infiltrer, d'avulsionner, changer le cours principal, d'étantifier, fabriquer des étangs, de ramifier en chenaux secondaires, de plonger dans les eaux souterraines, de s'enfoncer dans la zone hyporéique ou d'en remonter, de se marrer, faire des mares. C'est cette multiplicité de verbes qu'on réactive avec la médecine castor et pas seulement l'augmentation de la longueur des chenaux. C'est aussi vrai pour un humain. Par exemple, si je n'ai la possibilité d'exprimer que 3 verbes dans ma vie, me lever, ramper jusqu'à la salle de bain, me recoucher, je suis malade. Je suis amputée par là d'un grand nombre de mes verbes possibles, comme un animal dans un zoo. La conception de la maladie comme une réduction des allures vitales prend un sens très précis ici. Je la détourne pour penser la maladie comme réduction des verbes d'action qu'un être peut exprimer et conjuguer. La zone hyporéique est une zone saturée en eau située sous et à côté des cours d'eau, jouant un rôle crucial dans l'auto-épuration et favorisant la résilience des communautés d'invertébrés face aux perturbations telles que l'assèchement, en étant une source essentielle de recolonisation dans les rivières alluviales intermittentes. Voilà, donc il y a étangifié. Donc là, c'est ce qu'on voit ici où ça crée un étang. Donc du coup, on peut avoir des libellules de plaine qui vont venir ici, alors que là, techniquement, on aurait eu plutôt ce qu'on appelle les Calopteryx, donc c'est des espèces de demoiselles métallisées qui aiment bien les cours d'eau un peu ralentis avec de la végétation. On a donc ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le cordulégas, qui est une grosse libellule noire et jaune. Mais en plus de ces habitats-là, on va pouvoir avoir tout le cortège de libellules qu'on peut avoir si on faisait une mare au jardin. Et on a pu voir ça même en montagne, donc c'est vraiment impressionnant la pluralité d'espèces qui peuvent se satisfaire de ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi le fait que, comme là on voit pas, c'est invisible, il y a ce qu'on appelle la nappe d'accompagnement. Donc c'est qu'il y a l'eau qui percole, qui est absorbée par la terre, qui est réhydratée. Et elle avance techniquement aussi, entre guillemets, avec la rivière. Et il y a des endroits, quand on va avoir une petite dépression naturelle,
ça va se remplir et ça va recréer des mares soit temporaires, soit pas temporaires, ça dépend de la profondeur, ça dépend de ce qui se passe au niveau hydrique. Mais dans tous les cas, on va en fait recréer, en fait, ce qui est... Nous, on s'amuse des fois à faire des mares avec des bâches, ça parce que... Voilà, et en fait, les mares, spontanément, c'était une autoroute de mares qui se succédait avec les trop-pleins des rivières. Et là-dedans, tout de suite, les tritons reviennent. Et on a plus ce problème de continuité parce qu'une année, ils sont dans une mare, l'année d'après, ils sont sur les salles d'à côté. Et c'est assez impressionnant. Donc... Et aussi, c'est donc ce qui a été fait dans la Drôme sur les sites pilotes. Vous avez sûrement dû voir les vidéos sur la Lierne et la Véor. C'est cet hiver, moi quand je suis passé et qu'on a refait quelques ouvrages, parce que ça s'arrête jamais, quoi. C'est toujours marrant d'en continuer. C'est que quand on est arrivé, c'était vraiment un seul verbe d'action. Vraiment, la rivière, elle courait tout droit. On n'avait que la roche à nu, ça s'abrasait, ça allait vite. Il y avait des trucs qui passaient, mais il n'y a rien qui vivait à ces endroits-là. Là, il y a eu plein de bassins, il y a eu plein de chenaux secondaires. Et pour les truites, c'était impressionnant, tu passais la nuit avec une frontale et en tout, je crois, sur 200 mètres, il y avait peut-être 40 truites et des adultes, des trucs de bonne taille, il y avait des frayères. Alors que quand on a commencé l'année d'avant, les truites, on les voyait passer, quoi. Il y avait peut-être une frayère à un endroit. Et c'est là où on se dit aussi, punaise, il y a une sacrée amnésie parce que quand on voit ce qui se passe en un an, j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de voir ce qui va se passer dans 10 ans. Donc il faut vraiment vous dire qu'en plus là, on est parti de rien, quoi. C'était en mars. Ils sont passés à Tractopelle, ils ont pété la buse et on avait ça d'eau sous 1 mètre de profondeur. On est arrivé, on a fait 3 ouvrages Castor, on a fait ça. À la fin de l'année, c'était un océan de verdure, c'était impressionnant et c'était plein à craquer de vie. Et là, on arrive, on ne reconnaît même plus le site parce que les ouvrages, ils ont complètement été fossilisés par les crues, par les sédiments qui se sont fait accumuler. La rivière a répondu complètement à sa façon, sauf que c'est gorgé de vie et c'est impressionnant, quoi. Le nombre d'espèces qui cohabitent, que d'habitude, on va sur un endroit, sur telle réserve pour voir ça, telle réserve pour voir ça. Là, il y a tout qui cohabite sur 100 mètres, même pas. Et ça me fait penser aussi, c'est qu'en Gras-Laval, on a eu peur à un moment parce que du coup, on a communiqué un peu dessus et très vite, quand il n'y avait pas encore de végétation, les premiers bassins, ils sont devenus verts d'algues. Et puis en plus, c'était en plein cagnard. Et c'est qu'en plus, en amont, c'est de l'agriculture conventionnelle, du maïs classique, quoi. Donc ça y va, les intrants. Et on a eu super peur de peut-être s'être trompé, quoi. Et au final, la végétation a poussé du coup super vite. Les roseaux, c'est devenu la pampa en 2 mois. Et l'eau, après, elle est devenue limpide comme jamais. Et il y a aussi cet effet vraiment puissant de filtre, d'épurateur naturel qui est assez puissant, quoi. Dans une étude publiée en 2020, Emily Fairfax et Andrew Whittle ont montré que les ripisylves où le castor a construit des barrages sont globalement très peu affectés par les incendies par rapport aux ripisylves sans barrage de castor. En moyenne, la baisse du NDVI, un indice de santé de la végétation, pendant l'incendie dans les zones sans castor est 3 fois plus importante que dans les zones avec castor. Cependant, les plantes ont repoussé au cours de l'année qui a suivi l'incendie, indépendamment de l'activité des castors. L'étude conclut donc que bien que l'activité du castor ne joue pas nécessairement un rôle dans la résilience de la végétation de ripisylve après un incendie, elle joue un rôle important dans la résistance au feu de cette végétation et donc dans la création de refuges pour la biodiversité, qui pourra ensuite rebondir. On agit avec force, en humain, avec un projet, en se retroussant les manches, en prenant la matière à bras le corps. Nous sommes bien des humains industrieux, mais des animaux humains sur un segment de leur être qui ici ressemble à l'animal castor. On se coule dans une forme de l'action technique qu'on a en partage à travers la frontière des espèces. Le problème, en fait, n'a jamais été l'action humaine, mais les forçages au sens des actions qui mutilent des dynamiques. Ici on agit, mais avec le masque de la libre évolution. On transforme le milieu, mais déguisé en rivière, déguisé en castor. C'est pourquoi la médecine castor est une pensée du vivant, humain compris. C'est une méthode concrète pour participer, en vivant humain, à l'auto-guérison du monde vivant. Et après, ce qui est dans la réflexion à étudier, c'est pas forcément sortir une liste d'espèces, parce que c'est beaucoup trop long, il faut beaucoup trop de compétences, c'est plus aller chercher dans ce que ça peut nous raconter. Donc moi je pensais aux chauves-souris, parce qu'elles peuvent nous apporter avec les enregistrements des informations assez intéressantes, c'est que si on a juste une chauve-souris qui passe la nuit, l'info que ça nous donne, c'est qu'elle utilise ça comme une route, pour aller manger ou pour aller à son dodo, quoi. Si on a plein de fois la même chauve-souris, ça veut dire qu'elle tourne, qu'elle trouve une ressource alimentaire, et si
c'est blindé de cris de chauve-souris. Ça veut dire vraiment que c'est une zone de chasse qui est vraiment importante en continu toute l'année. Et de ce que j'ai vu déjà rien qu'au Grand Laval, les chauves-souris sont tous les soirs, ça succède en espèces, mais quasiment toute l'année, elles sont tout le temps en train de chasser tous les soirs au-dessus du ruisseau, ce qui montre vraiment qu'il y a une abondance, donc il y a de la biomasse qui est créée. Le fait d'étudier les chauves-souris vraiment pour nous informer sur la biomasse qui est créée par les ouvrages Castor. Après, pour ce qui est de la fonctionnalité, j'étais peut-être plus sur les plantes, à faire de la phytosociologie, donc aller chercher vraiment les micro-habitats pour vraiment montrer la diversité d'habitats qui sont créés et du coup toutes les potentialités de niches et d'espèces qui vont répondre à ça. Et après, les libellules, c'est des bons indicateurs, ou les macro-invertébrés, des bons indicateurs de la qualité de l'eau et des habitats qui sont créés. Voir si les habitats qui sont créés par les plantes, si on a les espèces animales qui répondent à ces habitats-là, techniquement, c'est que toute la chaîne, toute la fonctionnalité du site est créée. Donc c'est plus ou moins ce qui est en réflexion, mais c'est encore en réflexion, c'est pas aujourd'hui que ça va démarrer. La culpabilité d'avoir détruit le décor qui nous porte n'est pas un affect qui fait une société. C'est parce qu'on a compris qu'on en était, du vivant, et que toutes nos puissances proviennent de lui, qu'il y a de bonnes raisons de le défendre et d'imaginer des formes de société qui font alter-politique avec lui. Nous avons désappris à faire l'expérience du prodige d'être un vivant, de faire partie de cette extraordinaire aventure du vivant. En conséquence, il faut reconstituer presque ex nihilo cette affiliation. C'est ce que j'appelle la bataille culturelle pour restituer son importance au vivant. Cette affiliation est nécessaire pour savoir quoi défendre. Parce qu'on ne peut pas savoir pour quel monde lutter si on ignore qui nous sommes, c'est-à-dire de qui nous sommes faits. Le drain qui vide les terres de l'eau de la tourbière avons bouché le grand trou de poussière de plastique recouvert avons débâché, avons pris la colère, l'avons transformée en rivière, de l'eau jaillit le feu, de nos ailes ont grandi l'espoir, de l'eau jaillit le feu, de nos ailes ont grandi l'espoir. Les tuyaux de ferraille et les pompes canailles avons démonté. Dans la fumée des gaz et sous le tir des armes, avons crié. Avons pris la colère, l'avons transformée en rivière. De l'eau jaillit le feu, de nos ailes ont grandi l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos ailes ont grandi l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos ailes ont grandi l'espoir. De l'eau jaillit le feu, de nos ailes ont grandi l'espoir. Cette chanson, écrite par les Glottes Rebelles, a été partagée en juillet 2024 au Village de l'Eau, espace de débat, conférences, ateliers et formations au niveau international sur les questions d'eau et d'agriculture, en présence de nombreux collectifs en lutte contre les méga-bassines. Je rends hommage, à travers ces 4 épisodes, aux personnes qui ont été victimes des violences policières, et notamment des 5000 grenades jetées par la gendarmerie le 25 mars sur les manifestants de Sainte-Soline. Merci à toutes celles et ceux qui luttent avec amour et courage pour rendre l'eau à la terre en risquant leur vie. Et voilà, cet épisode est terminé. Dans le prochain et dernier épisode, j'interviewe Kate, Kevin et Suzanne sur comment on peut accompagner les agriculteurs-agricultrices à retrouver confiance en l'eau et la ramener sur leur terre. Vous aurez aussi droit à une belle récolte de témoignages des participantes et participants. Je vous propose maintenant de prendre un petit temps d'intégration
et de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Continuez à respirer de manière naturelle et prenez un petit temps pour ressentir comment vous vous sentez maintenant. Quels sont les 3 apprentissages avec lesquels vous repartez suite à cette écoute ? Qu'est-ce que vous avez envie de garder pour vous ? Si cet épisode vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou sur YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire à mon adresse mail opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre, dans l'eau, bref, dans la boue régulièrement. Le vivant en a besoin et vous aussi.